Et si une seule femme avait réussi à transformer un petit royaume isolé en une puissance mondiale redoutée des mers et respectée par tous? Et si cette femme, contre toute attente, avait gouverné seule, sans mari, dans un monde dirigé uniquement par des hommes? Cette femme, c'est Élisabeth I d'Angleterre, la reine vierge, celle qui a marqué l'histoire d'un sceau de feu et d'or. Avant de plonger dans sa vie fascinante, pense à liker, commenter, t'abonner et partager cette vidéo pour soutenir la chaîne et ne rien rater des prochaines histoires des plus grands leaders de notre monde. Allez, installe-toi confortablement, parce que ce récit va te montrer comment une jeune fille rejetée par son père est devenue l'une des plus grandes souveraines de l'histoire humaine. Imagine l'Angleterre du XVI siècle, un royaume déchiré par les guerres de religion, trahi par ses alliances, menacé par des empires colossaux. Et au milieu de ce chaos, une jeune femme, frêle mais déterminée, s'apprête à monter sur le trône. Personne n'y croit vraiment. Certains la sous-estiment, d'autres la craignent déjà. Et pourtant, Élisabeth allait prouver à tous que la vraie puissance ne vient pas de la couronne qu'on porte, mais du courage, de la sagesse et de la foi qu'on met en son destin. Prépare-toi à découvrir l'histoire d'une reine qui refusa de se soumettre, de se marier, ou de plier face aux tempêtes de son époque. Voici l'épopée d'Élisabeth I, la femme qui fit rayonner l'Angleterre comme jamais auparavant. Origine et enfance. Voix douce, teintée de mystère. Avant d'être la souveraine la plus redoutée d'Europe, Élisabeth Tudor n'était qu'une enfant née dans la tourmente. Nous sommes en 1533, en Angleterre. Le roi Henri VIII, assoiffé d'un héritier mâle, a osé briser l'église de Rome pour épouser une jeune femme au regard vif, Anne Boleyn. De cette union interdite naît une fille rousse aux yeux clairs, Élisabeth. Mais dès sa naissance, le roi affiche sa déception. Ce n'est pas un fils. Ce n'est pas le futur roi qu'il espérait. Ce n'est qu'une fille. Et dans une époque où les femmes n'avaient presque aucun pouvoir, cela signifiait une chose, Élisabeth était une erreur. L'enfance d'Élisabeth est marquée par l'instabilité et la peur. À 3 ans, sa vie bascule brutalement, sa mère, Anne Boleyn, est accusée d'adultère et de trahison, et condamnée à mort. Le roi la fait exécuter sans pitié à la Tour de Londres. Ce jour-là, la petite Élisabeth perd non seulement sa mère, mais aussi son statut. Elle est déclarée illégitime, bannie de la succession au trône, effacée comme si elle n'avait jamais existé. Imagine une enfant de 3 ans, orpheline, rejetée par son père, grandissant dans le silence des couloirs royaux. Personne ne l'aime, personne ne la protège vraiment. Et pourtant, dans ce vide, elle apprend la patience. Elle observe, elle retient. Elle comprend que le pouvoir n'est pas dans la force brute, mais dans l'intelligence et la maîtrise de soi. Heureusement, Élisabeth reçoit une éducation exceptionnelle. Malgré son statut fragile, son père, Henri VIII, sait qu'elle est brillante. Il lui offre les meilleurs précepteurs du royaume, Roger Ascham, un humaniste qui lui enseigne les langues, la rhétorique et la philosophie. Élisabeth se plonge dans les livres. Elle lit Cicéron, Platon, la Bible, et apprend à raisonner comme un prince, pas comme une simple demoiselle. Très vite, elle se distingue, à 12 ans, elle parle déjà 5 langues couramment: l'anglais, le latin, le grec, le français et l'italien. Même ses professeurs s'étonnent de son intelligence et de sa mémoire hors du commun. Elle devient une jeune femme au charme discret mais à l'esprit tranchant. Une observatrice redoutable, prudente, parfois méfiante, mais toujours lucide. Elle sait que le monde n'est pas un conte de fées. Elle a vu trop de sang couler autour d'elle pour y croire. Après la mort de son père, le trône passe entre plusieurs mains. Son demi-frère Édouard VI règne un temps, mais meurt jeune. Puis vient sa demi-sœur Marie Tudor, une reine profondément catholique qui voit en Élisabeth une menace protestante. Et pour cause, le peuple adore Élisabeth. Elle est cultivée, charismatique, proche du peuple, et surtout, elle incarne l'avenir. Mais aux yeux de Marie, elle est un danger à éliminer. En 1554, après un complot contre la reine, Élisabeth est accusée de trahison. On l'enferme à la Tour de Londres, le même lieu où sa mère fut exécutée 20 ans plus tôt. Imagine ce moment. Une jeune femme de 20 ans, seule dans une cellule glaciale, croyant chaque matin que la hache allait tomber sur son cou. Et pourtant, elle ne cède pas. Elle garde la tête haute, répond avec calme à ses accusateurs, et prie en silence. Cette épreuve la forge. Elle comprend que la peur peut être vaincue, que la survie dépend du sang-froid. Quand elle sort enfin de la tour, Élisabeth n'est plus la même. Elle a appris à se taire, à cacher ses émotions, à ne jamais révéler ses intentions.
chaque mot, chaque regard devient un masque. C'est là, dans ces années sombres, que naît la reine intérieure. Cette femme capable de sourire à ses ennemis tout en préparant son triomphe. Son esprit, sa prudence et sa capacité à lire les gens deviennent ses plus grandes armes. Elle ne sera pas une reine naïve ou sentimentale. Elle sera une reine maîtresse d'elle-même, froide quand il le faut, et rusée comme un renard. Oui, l'enfance d'Élisabeth fut une succession de pertes, de trahisons et de solitude. Mais c'est justement dans ces ténèbres qu'elle forgea la lumière qui allait bientôt guider toute une nation. Car celle que l'on pensait faible allait bientôt s'élever au-dessus de tous. Elle allait devenir l'incarnation même du pouvoir, de la discipline et du destin maîtrisé. Et quand le trône d'Angleterre se viderait enfin, ce ne serait pas une enfant apeurée qui s'y assiérait, mais une femme prête à gouverner un empire. Chemin vers le pouvoir. Après des années d'ombre, de silence et de survie, le destin d'Élisabeth Tudor s'apprête à changer. La jeune femme qui a grandi dans la peur et l'incertitude se trouve maintenant aux portes du pouvoir. Mais devenir reine, dans l'Angleterre du XVI siècle, ce n'est pas un conte de fées, c'est un jeu d'échecs mortel. En 1558, la reine Marie Tudor, sa demi-sœur, meurt sans héritier. Le trône d'Angleterre est désormais vacant. Et tous les regards se tournent vers Élisabeth. Le peuple l'attend. Les nobles l'espèrent. Mais les ennemis, eux, guettent déjà la moindre faiblesse. L'Europe la regarde avec méfiance, une femme protestante, jeune, célibataire, à la tête d'un royaume divisé. Beaucoup la croient incapable de régner. Mais Élisabeth, elle, sait exactement ce qu'elle doit faire. Le 15 janvier 1559, dans la grande abbaye de Westminster, Élisabeth est couronnée reine d'Angleterre. Vêtue d'une robe blanche éclatante symbolisant la pureté, elle avance lentement vers le trône, la tête haute, le regard droit. Autour d'elle, le peuple acclame « God save the Queen ». Mais derrière chaque sourire, elle sent le danger. Elle sait que pour régner, elle devra jouer un rôle, celui d'une souveraine forte, mais imprévisible. Dès les premiers jours de son règne, elle impose son style, calme, réfléchi, mais ferme. Elle choisit ses conseillers avec soin, notamment William Cecil, un homme loyal et intelligent qui deviendra son bras droit pendant des décennies. Ensemble, ils forment un duo redoutable, la raison et l'instinct. Mais le plus grand défi d'Élisabeth, c'est la religion. L'Angleterre est profondément divisée, les catholiques veulent le retour de Rome, les protestants réclament la liberté de culte. Un faux pas, et c'est la guerre civile. Alors, la jeune reine prend une décision audacieuse. Elle ne choisit ni l'un, ni l'autre, elle crée sa propre voie. En 1559, elle promulgue l'acte de suprématie, l'Église d'Angleterre dépend désormais d'elle, et non du pape. C'est un geste de liberté, mais aussi un pari risqué. Certains la traitent d'hérétique, d'autres de traîtresse. Mais pour son peuple, elle devient un symbole d'indépendance. Sous son règne, la foi ne sera plus une arme, mais une affaire de conscience. Et pourtant, les menaces ne manquent pas. L'Espagne, puissante et catholique, prépare dans l'ombre ses navires. L'Écosse, gouvernée par Marie Stuart, la cousine d'Élisabeth, devient un foyer de complot. Marie revendique elle aussi le trône d'Angleterre, soutenue par Rome et par la France. Et pendant des années, ce duel silencieux entre les deux reines va hanter l'Europe. Élisabeth, prudente, ne se précipite jamais. Elle observe, elle attend, elle manipule. Elle sait que dans ce monde d'hommes, la patience est une arme. Tandis que ses ennemis crient, elle écoute. Tandis qu'ils avancent, elle recule pour mieux frapper. Mais il y a une autre question qui obsède tout le royaume, le mariage. Une reine sans mari? Impossible, disent les nobles. Les ambassadeurs étrangers la pressent de choisir un époux. Mais Élisabeth refuse. À chaque proposition, elle sourit, promet, puis esquive. Je suis déjà mariée à mon peuple, répond-elle souvent. Ce choix choque, mais il fait d'elle une souveraine libre. Aucune alliance ne la lie, aucun mari ne la domine. Elle règne seule, avec une autorité rare. Cette indépendance deviendra sa légende et son surnom, The Virgin Queen, la Reine Vierge. Sous son règne, l'Angleterre renaît. Les arts fleurissent, Shakespeare écrit ses chefs-d'œuvre, la marine anglaise se renforce, les explorateurs comme Francis Drake partent conquérir le monde. Le peuple retrouve la fierté. Et Élisabeth devient plus qu'une reine, elle devient un symbole vivant de puissance et de stabilité. Mais derrière son sourire de marbre, elle reste seule.
Les trahisons, les conspirations, les menaces d'invasion ne cessent jamais. Chaque jour, elle lutte pour garder sa couronne. Et pourtant, elle ne plie pas. Parce qu'au fond, elle a compris une vérité que peu de dirigeants réalisent. La peur gouverne les faibles. La maîtrise de soi gouverne les rois. Le chemin d'Élisabeth vers le pouvoir fut long, dangereux et sanglant. Mais il fit d'elle une reine incomparable. Une femme qui n'a pas seulement hérité d'un trône, mais qui l'a mérité, conquis et gardé par son intelligence. Et si tant de rois avant elle avait perdu leur royaume. Elle, la fille rejetée d'Henri VIII, allait bâtir un empire. Grande action et décision. À peine montée sur le trône, Élisabeth y comprend que régner ne signifie pas rêver, mais agir. Son royaume sort de décennies de chaos, les caisses sont vides, les ennemis sont nombreux, et les tensions religieuses pourraient tout faire exploser. Mais la jeune reine n'a pas peur. Elle avance avec la précision d'une stratège et la grâce d'une femme consciente de chaque regard posé sur elle. Dès les premières années, elle remet de l'ordre. Elle réforme la monnaie, rétablit la confiance dans l'économie, et surtout, rétablit la stabilité religieuse. Grâce à sa politique d'équilibre entre catholiques et protestants, elle pacifie le pays sans imposer la terreur. C'est une prouesse. Son habileté politique devient légendaire. « Je ne veux pas ouvrir les fenêtres des consciences », dit-elle un jour. Car Dieu seul peut juger les âmes. Cette phrase résume tout, Élisabeth ne règne pas seulement avec des lois. Elle règne avec de la sagesse. Mais la paix intérieure ne suffit pas. L'Europe la regarde avec mépris. L'Espagne de Philippe II, catholique et fanatique, veut écraser cette reine protestante qu'il considère comme une hérétique. Et derrière lui, se cache l'Armada espagnole, la plus grande flotte du monde. Élisabeth sait que le choc est inévitable. Elle ne dispose pas d'une armée immense, ni de richesses infinies. Mais elle a le courage, la ruse et le soutien de son peuple. En 1588, le tonnerre gronde sur l'Europe. L'invincible armada de Philippe II met les voiles vers l'Angleterre, plus de 130 navires, des milliers de soldats. La plus grande force maritime jamais vue. C'est une invasion certaine. Mais Élisabeth, au lieu de fuir, se rend en personne à Tilbury, devant ses troupes. Elle porte une armure d'argent, monte un cheval blanc, et prononce l'un des discours les plus célèbres de l'histoire. « Je sais que j'ai le corps d'une femme faible et fragile. Mais j'ai le cœur et l'estomac d'un roi, et d'un roi d'Angleterre. » Ses soldats l'acclament, pleurent même. En cet instant, Élisabeth devient plus qu'une reine, elle devient un symbole. Le lendemain, la flotte anglaise, aidée par les vents et la tempête, écrase l'armada espagnole. C'est une victoire divine. Le monde comprend alors que l'Angleterre ne sera plus jamais dominée. Après cette victoire, le règne d'Élisabeth entre dans son âge d'or. L'Angleterre devient la maîtresse des mers, les explorateurs comme Francis Drake et Walter Raleigh partent conquérir le Nouveau Monde. Les coffres du royaume se remplissent, les ports s'animent, et le commerce s'étend jusqu'aux Indes et aux Amériques. Mais la grandeur d'un empire ne se mesure pas seulement aux navires. Sous Élisabeth, la culture anglaise connaît un éclat inégalé. C'est l'époque de Shakespeare, Marlowe, Spenser. Le théâtre devient un art national, la langue anglaise s'enrichit, et la fierté d'être anglais s'impose dans le cœur du peuple. Ce renouveau culturel est voulu par la reine. Elle encourage les artistes, soutient les écrivains, et comprend mieux que quiconque le pouvoir des mots. Elle sait qu'un empire, pour durer, doit nourrir aussi l'esprit. Mais derrière la gloire, il y a aussi la douleur. L'un des drames les plus marquants de son règne s'appelle Marie Stuart, sa cousine d'Écosse. Reine catholique, rivale politique, Marie est emprisonnée pendant 19 ans par Élisabeth. Les deux femmes ne se rencontreront jamais. Mais leur duel silencieux est l'un des plus célèbres de l'histoire. Lorsque les preuves d'un complot visant à assassiner Élisabeth apparaissent, Marie Stuart est condamnée à mort. La reine hésite, pleure, retarde la sentence. Mais finalement, elle signe. Et en 1587, Marie Stuart est exécutée. C'est une victoire politique, mais une déchirure personnelle. Jusqu'à la fin de sa vie, Élisabeth portera ce poids sur sa conscience. Pourtant, rien ne ternit l'aura d'Élisabeth. Elle reste forte, sage, indomptable. Sous son règne, l'Angleterre devient une nation respectée, riche et influente. Son autorité inspire l'Europe entière. On la craint autant qu'on la vénère. Et quand elle marche dans les couloirs de son palais, vêtue d'or et de soie,
Ses pas résonnent comme ceux d'une reine qui a fait plier le destin. Elle n'a jamais eu d'enfant. Mais elle a donné naissance à une nation nouvelle. Une Angleterre fière, moderne, ouverte sur le monde. Mais derrière la souveraine légendaire se cache aussi une femme. Avec ses doutes, ses failles, ses colères et ses silences. Qualités et défauts. Être reine, c'est porter une couronne, mais aussi un fardeau. Et pour Élisabeth I d'Angleterre, ce fardeau fut immense. Derrière la majesté, la stratégie et la gloire, il y avait une femme de chair et de doute, faite de force et de fragilité, d'intelligence et de solitude. Aujourd'hui, regardons de plus près ce qui faisait d'elle une souveraine si unique, ses qualités éclatantes et ses failles, parfois tragiques. D'abord, il y avait son intelligence. Rarement une reine avait possédé un esprit aussi vif, aussi analytique. Élisabeth observait tout. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Et lorsqu'elle décidait enfin de s'exprimer, chaque mot était pesé, précis, calculé. Elle connaissait la psychologie de ses ministres, la diplomatie des royaumes étrangers, la valeur de chaque silence. Dans une époque où une erreur pouvait coûter la couronne, elle faisait de la prudence une arme. Son conseiller William Cecil disait d'elle: la reine voit plus loin que tous ses conseillers réunis. Et il avait raison. Élisabeth avait le sens du temps. Elle savait quand attendre, quand frapper, quand se taire. Cette maîtrise d'elle-même la rendait redoutable. Mais son intelligence ne se limitait pas à la politique. Élisabeth aimait les arts, la littérature, la musique. Elle jouait du luth, écrivait des poèmes, et parlait plusieurs langues avec élégance. Cette culture immense faisait d'elle une souveraine complète, capable d'impressionner les érudits comme les guerriers. Sous son règne, elle encouragea Shakespeare, Spencer, et les grands penseurs de la Renaissance anglaise. Elle comprit avant tout le monde que le pouvoir de l'image, celui des mots, des symboles, des récits valait parfois mieux que 1000 batailles. Sa propre image, la reine vierge, était une création géniale. Un symbole de pureté, de force, d'indépendance. En incarnant ce mythe, Élisabeth s'assurait d'être intouchable. Mais derrière cette force, il y avait aussi des failles. Élisabeth était fière, parfois jusqu'à l'excès. Son ego royal, nourri par le succès, la poussait à exiger une loyauté absolue. Elle détestait qu'on la contredise. Et ceux qui osaient s'opposer à elle le payaient souvent cher. Elle pouvait être impulsive, colérique, voire cruelle dans ses décisions. Sa colère tombait comme la foudre rapide, imprévisible, destructrice. Et puis, il y avait sa solitude. Derrière la façade de puissance, Élisabeth était terriblement seule. Elle n'avait ni mari, ni enfant. Et même ses conseillers les plus proches ne voyaient qu'une partie d'elle. La nuit, dans son palais silencieux, elle écrivait, méditait, priait. Elle savait que le pouvoir avait un prix. Celui du cœur. Sa vie sentimentale fut un champ de rumeurs. Beaucoup ont parlé de son affection pour Robert Dudley, son ami d'enfance, son confident, peut-être son amour caché. Mais Élisabeth, toujours, mit la raison avant la passion. Elle savait qu'un mariage pourrait diviser le royaume ou fragiliser son autorité. Alors elle renonça à l'amour, au bonheur, à la maternité. Pour ne jamais dépendre d'un homme. C'était à la fois sa plus grande force et sa plus grande blessure. Un autre défaut marquant d'Élisabeth, c'était sa méfiance. Elle ne faisait confiance à personne. Chaque courtisan, chaque ambassadeur, chaque conseiller devait gagner et regagner sa confiance sans cesse. Même ses amis vivaient dans la peur de sa colère. Mais comment l'en blâmer? Toute sa vie, elle avait été trahie, par un père, par une sœur, par des nobles ambitieux. La paranoïa, chez elle, n'était pas une maladie. C'était une forme de survie. Et pourtant, malgré tout cela, le peuple l'aimait profondément. Parce qu'elle avait cette chose rare. Une présence. Lorsqu'elle parlait, tout le monde écoutait. Lorsqu'elle souriait, la peur s'effaçait. Elle pouvait se montrer dure, froide, autoritaire. Mais elle savait aussi être juste, généreuse, et profondément humaine. Elle avait compris une vérité que peu de monarques réalisent. Le pouvoir ne se crie pas, il se respire. Élisabeth y fut une reine d'équilibre. Elle porta en elle le feu et la glace, la raison et le rêve, l'autorité et la vulnérabilité. Elle fut à la fois lionne et poétesse, guerrière et philosophe, femme et mythe. Ses qualités ont bâti un empire. Ses défauts ont forgé sa légende.
Et c'est peut-être là le secret de sa grandeur. Elle ne fut pas parfaite, mais elle fut vraie. Et quand viendra la fin de son règne? Le monde découvrira l'ultime héritage de cette reine qui, sans mari, sans enfant, sans héritier, laissa derrière elle un empire immortel. Chaque règne laisse une trace. Mais rares sont ceux qui laissent une empreinte éternelle. Élisabeth n'a pas seulement gouverné l'Angleterre, elle l'a transformée, façonnée, élevée au rang de puissance mondiale. Aujourd'hui encore, plus de 4 siècles après sa mort, le monde se souvient d'elle. De son courage, de son intelligence, de sa vision. Et surtout, de la lumière qu'elle a laissée dans l'histoire. Lorsque la reine s'éteint en 1603, l'Angleterre est méconnaissable par rapport au pays qu'elle avait hérité. Au début de son règne, le royaume était affaibli, divisé, menacé par les guerres de religion et les ambitions étrangères. Mais à sa mort, l'Angleterre est fière, unie, respectée. C'est le miracle élisabétain. En 45 ans de règne, elle a offert à son peuple la stabilité, la prospérité, et un sentiment d'identité nationale inédit. Sous son autorité, les Anglais cessèrent de se voir comme un simple royaume isolé d'Europe. Et commencèrent à se percevoir comme une nation destinée à briller. L'héritage d'Élisabeth, c'est d'abord une renaissance culturelle. Elle a bâti l'âge d'or de la littérature et du théâtre anglais. C'est sous son règne que Shakespeare, Marlowe et Spenser ont écrit leurs chefs-d'œuvre. Les mots sont devenus des armes, des ponts, des trésors. Grâce à elle, l'Angleterre a trouvé sa voie. Et cette voix, nourrie de poésie, d'intelligence et d'audace, résonne encore aujourd'hui. Sans Élisabeth, peut-être que Shakespeare n'aurait jamais eu un public. Sans Élisabeth, peut-être que l'Angleterre n'aurait jamais eu d'âme. Mais son héritage n'est pas qu'artistique. Il est aussi politique et diplomatique. Élisabeth y a compris avant tout le monde que le pouvoir ne se mesure pas seulement aux batailles gagnées, mais aussi à la capacité d'éviter celles qu'on ne peut pas gagner. Sa politique d'équilibre entre les puissances européennes, entre la France, l'Espagne et le Saint-Empire fut une leçon de stratégie. Elle n'avait pas besoin d'être la plus forte. Elle savait être la plus habile. Et quand il fallut se battre, elle sut le faire avec grandeur. Qui pourrait oublier 1588, l'année où l'armada espagnole fut anéantie? Cette victoire, gravée dans la mémoire collective, transforma l'Angleterre en gardienne des mers, ouvrant la voie à l'expansion maritime et au futur empire britannique. C'est à partir de là que naquit la puissance anglaise, celle qui dominerait les océans pendant des siècles. Mais au-delà des triomphes et des guerres, l'héritage le plus profond d'Élisabeth, c'est le symbole qu'elle représente. Elle prouvait au monde dans un siècle gouverné par des hommes qu'une femme pouvait régner avec force, intelligence et dignité. Biceps plié couronne. Elle n'était ni épouse, ni mère, ni veuve. Elle était souveraine. Libre, indépendante, indomptable. Son image de reine vierge n'était pas seulement un mythe politique. C'était une déclaration. Une façon de dire « Je n'ai besoin d'aucun homme pour gouverner. Mon seul époux, c'est l'Angleterre. » Et ce message, 4 siècles plus tard, résonne encore comme un cri d'émancipation. Élisabeth fut bien plus qu'une reine, elle fut un modèle pour toutes les femmes de pouvoir à venir. Lorsque son cercueil fut porté à Westminster, le peuple pleura sincèrement. Certains disaient « Sous sa main, nous étions libres. » Et d'autres ajoutaient « Jamais nous ne reverrons une reine comme elle. » Ils avaient raison. Son successeur, Jacques Ier, hérita d'un royaume fort, mais aussi d'une ombre immense, celle d'une femme dont le souvenir ne s'effaça jamais. Même les ennemis d'Élisabeth reconnurent sa grandeur. Le roi Henri IV de France déclara « Elle a gouverné les hommes mieux qu'aucun roi ne l'a jamais fait. » Son héritage ne se limite pas au livre d'histoire. Il vit encore, dans chaque mot anglais prononcé à travers le monde. Dans chaque navire qui porte le nom Élisabeth. Dans chaque femme qui se dresse, fière et libre, face à l'adversité. Parce qu'Élisabeth, c'est plus qu'une reine. C'est une idée. Celle que la volonté peut défier le destin. Celle qu'une femme, seule contre un monde d'hommes, peut changer le cours de l'histoire. Et toi, que penses-tu de cette reine qui a défié les conventions, transformé un royaume, et laissé une empreinte éternelle? Était-elle une stratège visionnaire, ou une souveraine trop solitaire? Dis-le-moi en commentaire, car ton avis compte. Conclusion plus appel à l'action.
Élisabeth I d'Angleterre. Une femme qui régna sans mari, sans héritier, mais avec une volonté inébranlable. Une reine qui refusa la facilité pour choisir la grandeur. Pendant 45 ans, elle fit de l'Angleterre un empire. Et de son nom, une légende. Mais plus encore, elle prouva que le pouvoir n'a pas de genre. Que la force n'a pas besoin de cris. Et que l'intelligence, la patience, et la foi en soi peuvent changer le destin d'un peuple. Aujourd'hui encore, son histoire nous parle. Elle nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'être né roi ou reine pour marquer l'histoire. Il suffit d'oser. De croire en ses rêves, même quand tout semble perdu. De rester debout, même quand le monde doute de nous. Élisabeth n'était pas parfaite, elle avait ses colères, ses peurs, ses blessures. Mais c'est justement cela qui la rend humaine, réelle, inspirante. Elle nous montre que la vraie royauté ne se porte pas sur la tête, mais dans le cœur. Alors si toi aussi tu crois que le courage, la vision et la détermination peuvent changer le monde. Si tu penses que les grands leaders sont ceux qui savent douter mais ne renoncent jamais. Like cette vidéo. Partage ton avis en commentaire. Abonne-toi pour découvrir d'autres destins incroyables qui ont façonné notre monde. Parce que l'histoire n'appartient pas qu'aux livres. Elle appartient à ceux qui continuent de la faire vivre. Et toi? Si tu avais le pouvoir d'un monarque comme Élisabeth I, que ferais-tu pour marquer ton époque?